Au fond de mon cœur, je savais qu'il y avait un problème. Pas un gros problème, juste une petite fissure dans le mur de notre relation. Une petite fissure qui, je ne le savais pas encore, allait faire s'effondrer toute la maison. Le matin où j'ai trouvé l'avis d'expulsion, le soleil du Nouveau-Mexique était déjà brûlant. C'était un document froid, formel, et la seule chose qui était familière était la signature. La sienne. Mon neveu, l'enfant que j'avais élevé comme le mien. Veuillez vous abonner. Il y avait un temps où cette petite maison d'amis, cette casita, était un sanctuaire. Mon sanctuaire. Un endroit où je pouvais m'échapper de l'agitation de la maison principale. Un endroit où je pouvais peindre, écrire, lire en paix. J'avais donné tout ça. J'avais donné la moitié de mon héritage, l'autre moitié étant allée à sa mère décédée, à l'enfant de ma sœur décédée. Je l'avais donné pour lui. Pour qu'il ait un endroit à lui, un endroit où il pouvait se sentir en sécurité, enraciné. Je me suis privé de mes rêves, de mon confort et de ma jeunesse pour lui donner les fondations de sa vie. J'avais 30 ans quand la mort est venue pour ma sœur et son mari. J'avais la vie devant moi. J'étais une artiste en herbe, une écrivaine passionnée, une femme qui rêvait d'explorer le monde. Mais les rêves ont changé. Ils ont dû changer. Un enfant sans parents, c'est comme un oiseau sans ailes. Je ne pouvais pas le laisser tomber. J'ai donc troqué mes pinceaux pour des couches, mes romans pour des contes de fées et mes voyages pour des promenades au parc. J'ai embrassé ce rôle avec tout mon cœur. C'était difficile, mais c'était aussi la plus grande joie de ma vie. Je l'ai aimé inconditionnellement. J'ai sacrifié ma propre vie pour lui, pour sa sécurité, son bonheur, son avenir. Puis, il est devenu un jeune homme. Un homme qui avait ses propres idées, ses propres amis, sa propre vie. L'affection inconditionnelle que j'avais pour lui, il ne l'a pas rendue. Il a grandi, et la distance est apparue. D'abord, ce n'était rien de plus qu'un silence. Des appels manqués, des visites annulées. Puis, les choses ont commencé à changer. Les portes de la maison principale se sont retrouvées verrouillées. Mes affaires, déplacées. La température de la maison, mystérieusement baissée. Je me suis dit que ce n'était rien, que c'était une coïncidence. Un lapsus, une distraction. Mais les coïncidences sont devenues une tendance. Les courses que j'avais faites le matin avaient disparu le soir. Le thermostat était réglé sur une température glaciale, malgré la chaleur torride du désert. Puis, la douche de la salle de bain principale s'est retrouvée inexplicablement déconnectée. Je ne pouvais plus y accéder. La maison que j'avais donnée était devenue une prison. Une cage sans barreaux. Une chose que j'ai réalisée qui m'a dévasté, il était en train de m'effacer. Ma présence, mon existence, mon héritage. J'ai commencé à me sentir comme une ombre dans ma propre maison. Je me suis surprise à chuchoter plutôt qu'à parler. À marcher sur la pointe des pieds plutôt qu'à faire du bruit. J'étais devenue une étrangère. Un intrus. Le dernier coup de massue est arrivé quand j'ai découvert la preuve irréfutable de sa trahison. Une lettre. Une lettre de mon notaire que j'avais trouvée cachée sous une pile de journaux. Elle parlait de ma succession, de mon testament. Elle parlait de la nouvelle distribution de mes biens. Elle parlait d'une nouvelle signature. Ma signature. Sauf que ce n'était pas la mienne. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. La colère a commencé à monter en moi. Pas une colère explosive, mais une colère froide, glacée, qui a fait place à une détermination inébranlable. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai compris qu'il n'était pas question de vengeance. Il n'était pas question de justice. Il était question de ma dignité, de ma sécurité, de ma vie. Je n'ai rien dit. J'ai continué à jouer le jeu. J'ai continué à sourire, à poser des questions, à faire semblant que tout allait bien. Mais à l'intérieur de moi, une tempête se préparait. J'ai commencé à rassembler des preuves. J'ai fouillé dans les documents, dans les comptes, dans les tiroirs. J'ai trouvé des factures falsifiées, des documents signés à ma place, des transactions douteuses. Chaque nouvelle découverte était comme un coup de poignard. Chaque coup de poignard ne faisait que renforcer ma détermination. Un jour, j'ai pris ma voiture et je suis allé chez mon notaire. Je lui ai montré les documents. Je lui ai montré la lettre. Je lui ai tout raconté. Il m'a écouté attentivement, son visage un masque d'indignation. Il a confirmé mes soupçons. Ma signature avait été forgée. Mon testament, altéré. Il m'a regardé avec compassion, mais aussi avec un profond respect. Il m'a dit que c'était la situation la plus scandaleuse qu'il ait jamais vue. Après cette rencontre,
J'ai commencé à réécrire mon testament. J'ai retiré toutes les clauses qui lui étaient favorables. J'ai désigné de nouvelles bénéficiaires, de nouvelles personnes qui allaient hériter de ma fortune et de mes biens. Des associations caritatives. Des œuvres de bienfaisance. Des amis qui m'avaient aidé dans des moments difficiles. Ce jour-là, j'ai senti un poids immense se soulever de mes épaules. Le chagrin, la trahison, la colère, tout a été remplacé par un sentiment de paix. J'avais repris le contrôle de ma vie. Je n'étais plus une victime. J'étais une survivante. Je n'ai plus attendu. J'ai agi. J'ai fait mes valises. J'ai loué un petit appartement modeste à Santa Fe. J'ai pris ma voiture et je suis parti. Je suis parti sans un mot. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas laissé de notes. Je ne lui ai pas donné la chance de m'expliquer. Ou de mentir. Ou de se justifier. C'est une chose que j'ai apprise, on ne doit rien à ceux qui nous trahissent. Mon ancienne vie est devenue un souvenir lointain. J'ai commencé une nouvelle routine. Des promenades matinales. Des cafés en terrasse. J'ai recommencé à peindre. À écrire. J'ai rejoint un groupe d'écriture pour femmes. Des femmes comme moi, qui avaient besoin de trouver une nouvelle voie, un nouveau but. J'ai commencé à écrire des histoires sur le deuil, sur la trahison, sur la force de la résilience. Des histoires que je lisais à haute voix à la radio locale. Des histoires qui ont touché des gens. Des gens qui se sentaient seuls, perdus, trahis. J'ai reçu des lettres, des appels, des emails. Des gens qui me remerciaient de leur avoir donné une voix. De leur avoir donné l'espoir. J'avais trouvé une nouvelle vocation. Le temps a passé. Des années. Ma vie était pleine, riche et paisible. Puis, un jour, mon téléphone a sonné. C'était lui. Son nom s'affichait sur l'écran. Mon cœur a fait un bond. Pas de peur, pas de colère, juste une légère curiosité. J'ai décroché. Il a commencé à parler, sa voix remplie de regrets, de remords. Il m'a dit qu'il avait tout perdu. Sa carrière, sa femme, sa maison. Il m'a demandé pardon. Il m'a demandé de rentrer à la maison. De revenir dans la maison que j'avais donnée, qu'il avait prise. J'ai écouté. J'ai écouté ses larmes, ses promesses, ses excuses. Quand il a eu fini, il y a eu un long silence. Un silence qui semblait durer une éternité. Puis, j'ai parlé. Je t'entends, ai-je dit. Je t'entends, et je suis là. Mais je ne suis plus la même personne. Il y a eu un autre silence. Puis, il a répondu, sa voix brisée. Je comprends. Je veux juste être là pour toi. Je veux te prouver que j'ai changé. J'ai souri. Un sourire triste, mais en paix. Tu es toujours le bienvenu ici. Mais comme un invité, rien de plus. La conversation a pris fin peu de temps après. La dernière chose que j'ai entendue, c'est son soupir, un soupir de déception. Je n'ai pas ressenti de la joie ou de la colère. Juste une grande paix intérieure. Je n'avais pas pardonné, pas encore. Le pardon est une chose qui doit se mériter. Il est un acte de don, et il ne peut être donné qu'à ceux qui sont prêts à le recevoir. J'ai continué à vivre ma vie. Ma nouvelle vie. J'ai continué à écrire, à peindre, à aider les autres. Je me suis choisi. Et ça, c'est un cadeau que personne ne pourra jamais me prendre. Mon histoire n'était pas une histoire de trahison. C'était une histoire de renaissance.